Salut à toi jeunes spationautes et bienvenue dans ce résumé des actualités spatiales du mois d'avril. Donc si tu es prêt ou prête, eh bien nous sommes partis. Il aura fallu le sacrifice de nombreux prototypes, SN8, SN9, SN10 et SN11, mais en ce jeudi 6 mai, le SN15 nous a offert un vol parfait. Elon Musk nous l'a confirmé sur Twitter, ce vol est une réussite à 100%. La météo n'était pourtant pas vraiment de la partie, en vue des images figées qu'on a eues sur le live de SpaceX. Mais cela n'a pas stoppé la partie la plus délicate du vol, qui est le flip, et qui a été un succès total et très bien maîtrisé, contrairement aux précédents protos du Starship. Le SN15 a donc été récupéré, et selon Elon, SpaceX va tenter de le refaire voler dans quelques semaines pour voir s'il est possible de réutiliser les prototypes du Starship. C'est donc une grande étape qui nous rapproche de plus en plus du vol orbital prévu cette année. Le 19 avril dernier, le petit hélicoptère Ingenuity de la mission Mars 2020 de la NASA a bien décollé du sol martien pour une durée d'environ 39,1 secondes à une altitude de 3 mètres. Ce premier vol d'Ingenuity a donc été une parfaite réussite et on peut se demander en quoi faire voler un hélicoptère dans une autre planète va pouvoir aider pour les futures missions spatiales. C'était la première fois qu'un engin non propulsé par une fusée réalise un vol sur une autre planète que la Terre. Il est donc dorénavant bel et bien possible de voler dans la fine atmosphère de la planète rouge et donc logiquement envisageable de voler dans une autre atmosphère. Vient alors la mission Dragonfly de la NASA qui devrait être lancée dans cette décennie et plus précisément en 2027 pour rejoindre le plus gros satellite naturel de Saturne, Titan. Cette mission est vraiment inédite car Dragonfly, libellule en anglais, est un drone qui sera capable de se déplacer dans l'atmosphère dense de Titan. Cette mission devrait donc arriver sur cette lune aux alentours de 2036 pour pouvoir avoir la chance de l'explorer en la survolant. Je vous mets donc des petits liens en description sur cette mission si vous êtes bien évidemment intéressé. Bref, Ingenuity a réalisé à l'heure où je vous parle 5 vols. Le 5e vol s'est déroulé le 7 mai dernier et a permis à l'hélicoptère d'atteindre 10 mètres d'altitude et de parcourir 129 mètres en 108 secondes pour un aller simple sur un nouveau site d'atterrissage. Comme le dit le JPL, battre ses propres records, c'est en effet ce que fait Ingenuity d'un test à l'autre. Censé durer que 30 sols, soit environ une trentaine de jours terriens, la NASA pourrait prolonger la durée de vie de l'hélicoptère et je crois qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est déjà fait. Je crois que la NASA a prolongé la durée de vie d'Ingenuity d'une trentaine de jours, ce qui est vraiment top. Il va donc pouvoir aider Perseverance, qui est le rover qui fait partie de la mission Mars 2020 en tant qu'éclaireur, donc il va pouvoir explorer les zones autour de Perseverance et puis voir qu'est-ce qui est intéressant pour le rover. Donc ça risque d'être vraiment intéressant et d'autres vols sont sans doute à prévoir pour Ingenuity dans les prochains jours. Alors que le corps central du SLS de la NASA a déjà effectué près de 2 essais statiques ces derniers mois, il a été transporté au bâtiment d'assemblage du Centre Spatial Kennedy situé à Cap Canaveral, en Floride. C'est dans ce même bâtiment que ce premier étage devrait recevoir d'ici les prochaines semaines ses 2 propulseurs d'appoint, son second étage et la capsule Orion. Une fois assemblé, ce lanceur sera ensuite déplacé vers le complexe de lancement 39B pour les tests finaux et donc pour le lancement d'Artemis 1 prévu d'ici cette fin d'année 2021. Pour rappeler un peu le contexte qui va nous permettre d'enchaîner sur la prochaine actu, la NASA prévoit d'envoyer un homme et une femme sur la Lune pour 2024 grâce à leur programme Artemis. Pour ce programme, la NASA développe depuis ces dernières années le lanceur SLS qui lancera la capsule Orion vers une station en orbite lunaire et les astronautes atterriront sur notre satellite naturel par la suite. Bon, pour que ça soit plus clair, on va passer à l'actu suivante. Bon, comme je disais précédemment, la NASA prévoit de construire une station spatiale lunaire du nom de Gateway qui servira en quelque sorte comme une station relais entre la Terre et la Lune. En effet, la capsule habitée Orion viendra s'amarrer à cette station et les astronautes descendront sur notre satellite naturel via un atterrisseur lunaire qui sera amarré à la Gateway. Durant les missions Apollo, c'était le LEM qui était l'atterrisseur lunaire, mais aujourd'hui cette tâche a été confiée à une entreprise privée pour le programme HLS, Human Landing System. Pour ce programme, 3 entreprises devaient développer un atterrisseur lunaire pour Artemis. Ces 3 sociétés étaient National Team avec Blue Origin et d'autres entreprises,
SpaceX et Dynetics. Et le 16 avril dernier, la NASA a enfin annoncé l'entreprise sélectionnée pour développer l'atterrisseur lunaire pour le programme Artemis. Et c'est donc SpaceX avec le Starship qui a été sélectionné par la NASA pour le programme HLS et reçoit donc 2,9 milliards de dollars pour son développement. Alors évidemment, quelques jours après cette annonce, Dynetics et National Team ont contesté le choix de la NASA. Et les protestations de contrat de la NASA, eh bien ce n'est pas nouveau. En effet, en 2014, Sierra Nevada Corporation a protesté contre le choix de la NASA pour SpaceX et Boeing pour le programme CCDEV. Si tu veux en savoir plus sur le programme CCDEV, je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la Dream Chaser qui s'affiche juste ici, elle est toute récente et on parle un petit peu plus de ce programme, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir cette vidéo. À voir dans les prochaines semaines si la protestation des deux entreprises va aboutir, mais pour le moment, le contrat entre la NASA et SpaceX est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Bon, on ne va pas s'y attarder plus longtemps puisque vous l'avez sans doute vu à la télévision, sur YouTube, pourquoi pas sur Dailymotion. Pas sûr de ça, il y a vraiment pas de jugement, mais quand même Dailymotion, faut peut-être penser à changer. Bref, toujours attendu qu'on a vu la même chose, c'est le voyage de Thomas Pesquet et on va revenir un petit peu sur les grands événements de ce périple, hein. On peut appeler ça un périple, pourquoi pas. Avant tout, j'ai fait une vidéo sur Thomas Pesquet sur sa mission qui va mener à bord de l'ISS, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir la vidéo. Le 23 avril dernier a décollé de Cap Canaveral en Floride, la mission Crew 2 se composant de 4 astronautes, dont le français Thomas Pesquet. L'équipage a voyagé dans la nouvelle capsule Crew Dragon de chez SpaceX qui avait déjà effectué 3 vols dont 2 habités l'année dernière. C'était donc une première pour Thomas, lui qui avait décollé dans un Soyouz russe lors de sa première mission en 2016-2017. L'amarrage avec l'ISS a eu lieu environ 24 heures après le lancement, soit le 24 avril à 11h22 heure de Paris. Avec cette nouvelle mission, le nombre d'astronautes dans l'ISS s'est levé à près de 11 personnes contre 6 ou 7 d'habitude. Donc heureusement, la mission Crew 1 composée de 4 astronautes s'est bien désamarrée de l'ISS le 2 mai dernier et a atterri dans l'océan Atlantique aux alentours de 9h heure française. Bref, donc pour plus d'infos sur cette mission que va mener Thomas Pesquet à bord de l'ISS, eh bien je t'invite vraiment à aller voir donc la vidéo que j'ai faite avec Ataka, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle se trouve dans la description. Parlons maintenant de Boeing avec le développement de leur capsule C-100 Starliner. En effet, après un test inhabité en décembre 2019 qui avait comme but de rejoindre l'ISS pour à terme effectuer des vols comme le fait SpaceX actuellement avec sa Crew Dragon, eh bien ce test s'est soldé par un échec. Mais on a de l'actualité car Boeing a annoncé récemment que sa capsule sera prête pour ce mois-ci. Et encore mieux car nous avons la date du second vol inhabité de cette capsule qui est prévue pour le 30 juillet prochain. Le vol sera similaire au premier test, elle sera lancée grâce à une Atlas 5 de chez ULA et tentera de s'amarrer à l'ISS. On espère que cette fois-ci, le test sera un succès. Dans la nuit du 29 avril, la fusée chinoise Long March 5B a décollé, embarquant sous sa coiffe le module central Tianhe de la future station spatiale chinoise du nom de CSS. Ce premier module, qui est le module central de cette station, s'est séparé du premier étage après 490 secondes de vol à environ 370 km d'altitude, soit un peu en dessous de l'altitude de l'ISS. Il a fallu plusieurs prototypes de stations chinoises durant le programme Tiangong pour développer cette station qui sera pleinement en activité d'ici environ 2022. La CSS va pouvoir opérer durant une dizaine d'années, ce qui est avantageux car l'ISS doit cesser son activité en 2028, ce qui laissera le monopole à la Chine au niveau de l'orbite terrestre. Des expériences comme dans l'ISS pourront être menées par des Chinois, logique, mais aussi des Européens et des Russes, mais clairement pas des Américains, sachant que les Chinois ne sont clairement pas invités à bord de l'ISS, la Chine ne va pas inviter des Américains à bord de leur station spatiale. Sinon, je ne comprends plus rien au spatial et j'arrête ma chaîne. Si c'est le cas, bon, non, normalement non. En tout cas, ça ne serait pas logique que la Chine fasse ce choix. Mais nous, on est européens, donc tranquille, on n'a pas de souci à se faire, on pourra rejoindre la station spatiale chinoise. En effet, comme je vous l'ai dit, la NASA prévoit sa station Gateway en orbite lunaire, mais la Chine aussi prévoit une station autour de la Lune en collaboration avec la Russie. Nous avons donc une sorte de petite guerre entre les États-Unis et la Chine, et nous verrons ce que ça va donner d'ici les prochaines années.
C'est à l'âge de 90 ans que l'astronaute Michael Collins s'est éteint le 28 avril dernier. Cet homme avait notamment participé à 2 missions, Gemini 10 et Apollo 11. En effet, durant la mission lunaire Apollo 11, il était le pilote du module Apollo, alors que Neil Armstrong et Buzz Aldrin étaient descendus sur la Lune avec le LEM et qui a donc permis à l'homme de fouler pour la première fois la surface lunaire. En ce 28 avril dernier, c'est donc un grand homme qui a disparu. Alors que SpaceX continue à déployer sa constellation de satellites en orbite terrestre, Amazon est en train aussi d'avancer sur sa constellation qui devrait s'élever à 3236 satellites. SpaceX, Amazon ou même encore OneWeb ont comme but d'envoyer leurs satellites en orbite terrestre basse pour construire chacune une constellation de satellites pour distribuer Internet partout dans le monde avec un haut débit et une faible latence. L'avantage est de couvrir les zones blanches dans le monde avec pour Starlink un débit qui devrait atteindre et peut-être même dépasser celui de la fibre. Du nom de Kuiper, les premiers satellites de cette constellation d'Amazon devraient être lancés à bord de l'Atlas V de chez ULA. En effet, la société de Jeff Bezos a commandé 9 lancements d'Atlas V pour le déploiement des premiers satellites. La constellation Kuiper d'Amazon devrait donc être totalement opérationnelle d'ici juillet 2029, alors que SpaceX avec Starlink a déjà lancé leur bêta dans de nombreux pays. Ce qui sera intéressant, c'est dans les prochaines années, lorsqu'il y aura plusieurs concurrences sur ce même marché d'internet par satellite, et il y aura une sorte de petite guerre de tarifs, et pour nous ça sera vraiment intéressant puisque le prix devrait baisser. En effet, c'est SpaceX qui a imposé son prix et un abonnement mensuel chez Starlink coûte 99 $ plus les 499 $ pour le terminal qui comprend un routeur et une antenne. Pour l'instant, nous n'avons pas de date de lancement, donc à voir d'ici les prochains mois l'avancée du projet Kuiper d'Amazon. Depuis 2015, Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, a effectué 15 missions de leur fusée touristique New Shepard. En effet, au-dessus du premier étage de ce lanceur se trouve une capsule qui doit permettre à des touristes d'aller dans l'espace. Jusque-là, toujours inhabité, Blue Origin a annoncé le jeudi 6 mai la date du premier vol habité de l'entreprise et donc de la New Shepard. Il se déroulera le 20 juillet 2021. Pour ce vol, Blue Origin a mis aux enchères une des places de la capsule, tandis que les autres places seront sûrement occupées par des employés de l'entreprise. Enfin bref, j'espère pouvoir stream cet événement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ce vol historique. Il y a quelques mois, je vous ai parlé d'un film russe qui était en train de se préparer et qui devait se tourner à bord de l'ISS. Eh bien, nous avons des nouvelles de ce projet. En effet, l'actrice russe qui sera envoyée à bord de la Station Spatiale Internationale lors de la mission Soyouz MS-19 sera sélectionnée parmi 4 finalistes le 15 mai prochain. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite vraiment à t'abonner, mettre la petite cloche de notification, toi-même tu sais. Tu peux aussi mettre un commentaire, un pouce bleu, et en tout cas pour nous on se retrouve très prochainement. C'était la ref, allez à plus.